Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va parler ici du chapitre 10 concernant la cohésion de la matière. Ce chapitre constitue la suite logique du chapitre 9, la structure et les propriétés chimiques des entités. Grâce à la notion de polarisation vue au chapitre précédent, on va pouvoir expliquer une grande partie des notions de ce chapitre. La question qui va nous animer dans ce chapitre est la suivante. Quelles sont les interactions entre les entités qui permettent de maintenir la cohésion d'un solide? Ce cours s'articule en 4 grandes parties. La première qui est la cohésion des solides au travers des différentes interactions. La deuxième, la solubilité d'une espèce chimique. La troisième, l'extraction par solvant d'une espèce en solution. Et la quatrième, le cas du savon, un solide ionique particulier. Premièrement, la cohésion des solides. Comment les atomes restent collés les uns aux autres. On étudiera deux types de solides, les solides ioniques et les solides moléculaires. Commençons par les solides ioniques. Ce sont des solides constitués de cations et d'anions régulièrement disposés dans l'espace. Un exemple est affiché en bas à droite qui montre le chlorure de sodium, c'est-à-dire le sel, sous sa forme solide. Les sphères vertes représentent les anions chlorure et les sphères violettes représentent les cations sodium. On remarque qu'il s'agit d'un agencement ordonné de ces ions au sein du solide. Mais cela n'explique pas pourquoi ils restent collés entre eux. Pour cela, il faut se tourner du côté des interactions entre les atomes, notamment celles entre deux particules chargées et de signes opposés. Une particule chargée négativement de charge QA et une particule chargée positivement de charge QB s'attirent mutuellement grâce à la force électrostatique, c'est-à-dire la force qu'exerce A sur B et la force qu'exerce B sur A. Vient ensuite les solides moléculaires. Un solide moléculaire est constitué uniquement de molécules électriquement neutres, régulièrement espacées dans l'espace et dont la cohésion est assurée par deux types d'interactions. Les interactions de Van der Waals et les liaisons hydrogène. Les interactions de Van der Waals sont des interactions électrostatiques attractives entre les molécules, bien que celles-ci soient globalement neutres. Cette interaction est toujours présente. Il y a aussi les liaisons hydrogènes, qui peuvent s'établir dans certains cas entre les molécules. Elles s'établissent entre un atome d'hydrogène, lié à un atome A très électronégatif, et un atome B également très électronégatif, porteur d'un doublet non-liant. Il s'agit essentiellement des atomes d'oxygène, d'azote et de fluor qui peuvent remplir le rôle d'atomes A et B que je viens précédemment d'expliquer. Prenons l'exemple de la molécule d'eau sur notre droite. L'hydrogène, en blanc, est lié à un atome d'oxygène en rouge, très électronégatif. La liaison s'établit avec un autre atome d'oxygène présent sur une autre molécule d'eau, celle-ci. Il ne s'agit pas d'une liaison covalente, c'est pourquoi elle est représentée ainsi, et non avec un seul trait reliant les deux atomes. Si on peut former des solides, on peut également les dissoudre. La nature du solide va avoir une influence sur sa capacité à se dissoudre dans un solvant. On rappelle qu'un solvant est le liquide dans lequel on dissout un soluté. Dans une solution, il s'agit de l'espèce majoritairement présente. Le soluté est une espèce que l'on souhaite dissoudre dans un solvant. Dans une solution, le soluté est une espèce minoritairement présente. On considère deux types de solvants. Les solvants polaires, constitués de molécules polaires, par exemple l'eau, et les solvants apolaires, constitués de molécules apolaires, comme le cyclohexane. On ne peut pas dissoudre n'importe quel soluté dans n'importe quel solvant. On va appliquer un vieux dicton qui se ressemble s'assemble. Ainsi, pour dissoudre un solide ionique et un solide composé de molécules polaires, on a besoin d'un solvant polaire. Pour dissoudre un solide constitué de molécules apolaires, il faut un solvant apolaire. Nous allons ensuite essayer de schématiser la dissolution d'un solide et de modéliser ce processus par une équation pour ensuite calculer des concentrations. Pour dissoudre un solide, il y a trois étapes. La première étape qui est la dissociation. Dès la mise en solution du solide, il apparaît des interactions électrostatiques entre les molécules du solvant et les ions. Les ions positifs du solide sont attirés par les pôles négatifs des molécules de solvant et inversement. Les forces assurant la cohésion du solide ionique sont modifiées et ne sont plus suffisantes. La structure du solide est donc rompue. Vient ensuite la solvatation des ions. Dans cette étape, la molécule de solvant se place tout autour des ions et empêche donc toute interaction avec les autres ions du solide. Et enfin la dispersion. Les ions solvatés sont ensuite dispersés dans le solvant et on peut maintenant écrire les ions sous forme aqueuse. Par exemple Na+, entre parenthèses AQ pour aqueuse,
et Cl- entre parenthèses AQ pour AQ. Vous trouverez en description de cette vidéo une animation qui schématise ce processus. On peut schématiser cette dissolution par une équation. Comme toutes les équations chimiques, il doit y avoir conservation des éléments chimiques ainsi que de la charge électrique, qui sont représentés donc sur cette équation de dissolution du sulfate de potassium. Enfin, on dissout une certaine quantité de soluté, qui dit quantité de matière, et bien évidemment, concentration. La concentration de la soluté est notée entre crochets et se calcule de la même façon qu'une concentration normale. Vous trouverez également en description de cette vidéo une méthode qui explique comment calculer la concentration en ion final dans la solution grâce à un tableau d'avancement. Il arrive parfois que l'on veuille enlever une espèce dissoute dans un solvant. Pour cela, on va réaliser une extraction par solvant d'une espèce en solution. On va choisir un solvant que l'on appelle solvant extracteur. L'espèce à extraire doit être plus soluble dans le solvant extracteur que dans le solvant de départ. Ce solvant extracteur ne doit pas être miscible avec le solvant de départ, sinon toutes les espèces vont se mélanger et on ne pourra rien extraire. Enfin, le solvant extracteur choisi doit être le plus respectueux de l'environnement possible, mais également de votre santé. Cette technique qui consiste à extraire une espèce liquide vers un autre liquide s'appelle l'extraction liquide-liquide. Sur cette vignette, vous retrouverez les différentes étapes de cette extraction liquide-liquide que l'on a réalisée en TP et dont je ne vais pas m'attarder. Enfin, nous allons étudier le cas d'une entité particulière, le savon, et nous allons essayer de modéliser son action. Le savon est une molécule constituée d'une chaîne carbonée, représentée ici, et d'une tête qui est représentée là. Cette chaîne carbonée est apolaire et lipophile, c'est-à-dire qui aime le gras, ou encore hydrophobe, qui n'aime pas l'eau. Et la tête, quant à elle, est polaire et hydrophile. Elle aime l'eau ou encore lipophobe. Elle n'aime pas le gras. Ces molécules de savon sont faiblement solubles dans l'eau et forment ce que l'on appelle des micelles avec les différentes taches que l'on peut rencontrer. Par exemple, sur une tache de gras apolaire, l'action du savon est schématisée ainsi. La queue hydrophobe de la molécule de savon va entourer la tache de gras. Si la tâche à nettoyer est polaire, eh bien on observe l'effet inverse. La tâche va donc être finalement polaire et les molécules de savon, la tête de la molécule de savon viendra se coller sur cette tâche. Merci à tous et à bientôt.